Bonjour tout le monde, Ghislain Larochelle, imofacile.ca. Ça devient de plus en plus populaire. Posez-moi vos questions sur Facebook. On a eu beaucoup de personnes atteintes. On a eu 33 commentaires cette semaine. Fait qu'est-ce qu'on a fait? On a sorti le plus de commentaires possible. On a essayé de les regrouper et on a à peu près une dizaine de questions qu'on va jaser ensemble aujourd'hui. Fait que sans plus tarder, allons-y avec la première question qui nous vient d'un message privé. Comment fonctionne l'imposition sur le revenu locatif? Il y a deux façons de le calculer. Un, tes taux personnels, c'est ajouté sur ton revenu. Fait que si tu es facturé, imposé à 30 bien, ça se rajoute par-dessus ton revenu. Si tu es corporatif, c'est environ 50 47, 50 d'imposition que tu vas y avoir sur le revenu locatif. C'est sûr que le flip est beaucoup moins que ça. Jonathan nous demande, sommes-nous obligés d'avoir une licence d'entrepreneur RBQ pour faire des flips? La question est posée très souvent et la réponse est oui, car tu ne demeures pas dedans. Si tu es propriétaire occupant, c'est correct, tu n'es pas obligé d'avoir de licence pour le faire. C'est soit toi qui as une licence ou tu embauches un entrepreneur général que lui va tout avoir ses permis, ses licences pour être capable de faire le travail. Fait qu'en général, c'est soit toi qui l'as ou c'est ton contracteur qui a la licence. Peter, en tant que propriétaire d'un immeuble locatif, quels sont les travaux que je peux faire sans avoir de problème avec la CCQ et ARBQ? Bien, qu'est-ce que tu peux faire? Tu peux faire la gestion d'immeuble, le déneigement, la pelouse, mais tout ce qui est régi par ces deux organismes-là, en théorie, tu devrais passer avec des gens qui ont leur carte. J'aurais besoin d'aide s'il y a des gens qui sont en ligne aujourd'hui, qui nous écoutent, qui écoutent cette vidéo-là. Avez-vous plus de détails sur la CCQ, RBQ, sur l'immeuble locatif? Qu'est-ce qu'on a le droit de faire ou pas? Selon moi, il n'y a à peu près rien qu'on a le droit de faire. Tout ce qui est régi, même la peinture. Il y a des peintres qui ont des cartes et on ne peut pas le faire. Fait que aidez-moi là-dessus. Si vous pouvez m'aider sur des commentaires, j'apprécierais beaucoup vos réponses. Barbel, comment transférer des immeubles achetés à son nom au nom d'une compagnie sans payer les frais de mutation? Si tu es propriétaire à 100 de ton immeuble et que tu transfères dans une corporation que tu es propriétaire à 100 ou 90 tu n'as pas de frais de mutation à payer pour te transférer. Il y a un certain pourcentage, je crois que c'est 90 par exemple, si tu es propriétaire seul et tu y vas avec deux de tes amis, puis tu es 33, selon moi, il y a une taxe de mutation à payer. Je crois que c'est 90 pour l'incorporation sans avoir à payer de frais de mutation. Vincent qui nous demande, comment calculer ou bien que je peux trouver la valeur marchande réelle d'un immeuble? J'ai vu qu'il y avait des gens du coaching double qui ont répondu. Merci à vous autres. La première façon, c'est on l'apprend dans les formations, dans le coaching, comment on va calculer la valeur marchande et non pas la valeur qui est municipale. Deuxième façon, c'est par un courtier qui va utiliser les comparables vendus ou la technique du revenu net. Il y a différentes techniques que le courtier va utiliser. La meilleure façon, c'est sûr que la plus sécuritaire, c'est par un évaluateur agréé que lui, avec son bac, va être capable de te sortir exactement la bonne valeur marchande. Mais souvent, quand tu veux avoir une valeur marchande rapide, tu ne veux pas payer à toutes les fois pour avoir un évaluateur agréé. Fait que tu peux apprendre à le faire toi-même. Kevin, encore de problèmes avec une location achat. Par exemple, non-paiement du loyer. Est-ce qu'on passe par la Régie du logement ou la Cour des petites créances pour mettre fin au contrat de location? Dans la formation de 6 heures qu'on enseigne en location-achat, on vous explique deux choses. Un, si vous avez un contrat d'option d'achat avec la Régie du logement, si vous avez ces deux contrats-là, vous êtes obligé de passer par la Régie du logement. Qu'est-ce qu'on vise avec Maître Audet dans nos contrats, que la façon qu'on les bâtit, c'est un contrat seulement et il n'y a pas de bail. Il n'y a pas de bail avec la Régie du logement. Donc, dans le deuxième cas, tu y vas avec la Cour des petites créances. Dans le premier cas, tu y vas avec la Régie du logement. Ça dépend comment tu as fait ta location achat. Gilles, si on fait l'achat d'un immeuble sans garantie légale, dans quelle mesure cela devrait affecter le prix de vente? Il
faut faire attention, c'est par rapport à la valeur marchande et non pas au prix de vente. Si la personne demande 200 000 et que la valeur marchande est 180 000, bien, ça n'affecte pas le prix de vente, ça affecte la valeur marchande. Et la moyenne que je vois depuis 2-3 ans, c'est environ entre 5 à 8 plus bas. Ceux-là qui veulent faire des flips et qui veulent dire « Ah, moi, je ne veux pas prendre de risque, je ne veux pas vendre avec garantie légale », bien, attendez-vous à avoir une baisse de 5 à 8 C'est beaucoup, là. Sur un immeuble de 200 000, c'est une dizaine de mille, vous perdez 10-15 000 que vous allez perdre. Si vous faites un flip de 25 000, ça diminue beaucoup vos profits. Fait qu'il y a d'autres façons de se protéger sans enlever la garantie légale. Sean, peut-on avoir une marge de crédit sur l'ensemble de son parc immobilier plutôt que sur un immeuble en particulier? Normalement, ça se fait sur un immeuble en particulier, mais en anglais, qu'est-ce qu'ils appellent? Ils appellent ça un blanket mortgage. Et là, tu aurais une hypothèque qui couvre l'ensemble de tes immeubles. Et là, oui, tu pourras avoir une marge de crédit sur l'ensemble des immeubles. Mais si tu as des immeubles qui sont une hypothèque, une autre hypothèque, une autre hypothèque, une autre hypothèque, selon moi, ça ne fonctionne pas. S'il y a des personnes qui peuvent m'aider là-dessus, mais selon moi, on n'est pas capable de faire ça, à moins d'avoir une hypothèque parapluie, qu'ils appellent ça en français. Et la dernière question qui nous vient de Steph. Est-ce un bon moment pour investir aux États-Unis? Il n'y a jamais de mauvais moment pour investir dans un immeuble. Il y a tout le temps des bonnes occasions, il suffit d'avoir le bon prix. Il faut que tu penses, Steph, que faut que tu regardes le prix, et si tu payes en dollars canadiens, présentement, on est à 30-35 de taux de change. Donc, ton immeuble, tu vas le payer 30-35 plus cher. Et il y a plein de démarches à faire aux États-Unis aussi, légales, que tu dois t'assurer, tu dois avoir un testament dans le state que tu vas investir. Fait il y a plusieurs démarches. Répondre à la question simple, il n'y en a pas de réponse simple, malheureusement. C'est tout le temps d'investir au Canada, au Québec, aux États-Unis. Il faut juste que tu trouves le bon deal et que ton rendement vaut la peine. C'est sûr, si tu t'en vas investir aux États-Unis, je m'attendrais que tu aies un rendement qui est beaucoup plus élevé que si tu viens investir au Québec. Si tu as le même rendement qu'au Québec, bien, reste dans ta cour, va pas aux États-Unis. Mais calcule tout le temps ton taux de change là-dedans, même si tes revenus rentrent avec de l'argent US. Fait qu'au plaisir, posez-moi des questions pour la prochaine semaine. Ça me fait toujours plaisir d'y répondre.